vous propose de commencer en regardant le petit film. Voilà, donc là, on a un petit aperçu du métier dans son ensemble. Et maintenant, on va donc développer point par point les différents aspects de ce métier qui est passionnant, mais en même temps extrêmement complexe parce il est très... Hop là, voilà. Voilà. Donc, j'ai divisé dans cette présentation 6 parties, puisque la première, comme 6 grands casiers, 6 grandes étapes. Donc, la première partie, c'est informer. La deuxième, c'est accueillir. Puis après, il y a l'accompagnement. Il y a le fait de savoir faire et de monter et de créer un atelier. Ça ne s'improvise pas. Il y a le lien avec les entreprises. Et puis après, il y a l'analyse de pratique pour progresser. Et la RSE, donc le développement durable et le respect de certaines règles. Donc, on va voir ces points un par un. Et c'est sur ces points, par la suite, que vous pourrez poser des questions. Alors, informer et s'informer sur les ressources. Juste un instant. Non, ça. OK. Sur les ressources et les services dématérialisés. C'est-à-dire que la première chose à faire pour un CIP dans son métier, c'est de connaître son environnement. De connaître son environnement sur son secteur d'activité, sur son domaine d'activité, sur les spécificités de son territoire, sur sa structure, bien sûr, puisque chaque structure va avoir un fonctionnement différent. Donc, ça, c'est vraiment la première partie. Et pour cela, il faut aussi maîtriser tout ce qui est outils dématérialisés.
Donc, connaître sa structure et l'ensemble de ses partenaires. Parce que certaines structures vont travailler d'une certaine façon avec des liens particuliers et d'autres vont au contraire aller un petit peu partout. D'autres vont travailler uniquement avec Pôle emploi, d'autres, selon l'endroit où on exerce le métier de CIP, on ne va pas avoir les mêmes partenaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il est important de toujours, toujours, toujours essayer d'ouvrir l'ensemble des personnes avec lesquelles on peut travailler. Donc, s'informer sur ces données socio-économiques, alors vous avez plein de possibilités pour le faire, mais il est évident qu'à La Réunion, on a un contexte, par exemple, particulier qui est lié au phénomène de l'île, qui n'est pas du tout la même chose des personnes qui travaillent à Paris. Donc, il va falloir à chaque fois, selon l'endroit où on est, et je vois certains CIP qui changent de région et qui disent, mais ce n'était pas du tout pareil qu'avant, etc. Ce n'est jamais la même chose. C'est pour ça qu'en petit tuyau, astuce, je dirais, de ce qui est important, c'est vraiment de vous confectionner une sorte de livret avec tous les partenaires qui exercent et qui peuvent intervenir aussi bien au niveau de la région au niveau du département, que, des associations, etc., qui peuvent intervenir pour vous aider et vous informer. Parce qu'on ne travaille jamais, jamais, jamais seul. Donc, chaque structure va avoir son mode de fonctionnement et ça va être au CIP de s'adapter et d'adapter sa méthode de travail, puisqu'il ne va pas y avoir les mêmes supports systématiquement. Donc, c'est la complexité dans la formation de ce métier. Et puis, il faut également exercer une veille informationnelle, chose très importante. Et donc là, bah, je vais laisser un petit peu Maxime parler sur la veille informationnelle, puisqu'il est plus pertinent que moi. Donc oui, la veille informationnelle, ça va être surtout la capacité que vous allez pouvoir et que vous allez devoir développer pour pouvoir rester informé, vous maintenir en bon état de compétence sur les différentes activités que vous allez avoir à faire en tant que CIP. Et donc, dans le cadre du métier, il est indispensable de prévoir un process de veille. Donc, c'est un protocole qui va vous permettre de faire revenir à vous les informations sans avoir à passer un temps faramineux à explorer le web ou les publications spécialisées d'ailleurs. Et ça va en plus s'adapter, enfin devoir s'adapter à la structure, à la vision du métier que vous allez avoir. Parce que comme dire, vous allez avoir un exercice qui sera très différent en fonction de l'organisme ou de la structure auquel vous allez être rattaché. Et donc, la veille informationnelle va devoir s'adapter elle aussi à cette structure. Donc, il y a une façon de faire au niveau de la veille informationnelle. Il y a des techniques de prospective et il faut adapter son activité au public et au contexte dans lequel vous exercez. Ça, c'est essentiel. J'insiste énormément parce que c'est souvent en début de carrière ou au début, quand on commence la formation, on se dit, ah ben, je vais travailler à Pôle emploi, voilà, c'est fait. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, ah, mais non, mais l'association de quartier, c'est hyper intéressant. Je travaille avec tel type de public, c'est le public qui m'intéresse. Et puis d'autres vont dire, ah non, non, moi, au contraire, je voudrais aller à retravailler ou je voudrais aller. Et donc, vous allez trouver le public qui vous correspond, on peut dire. Ça paraît un peu prétentieux de dire je vais choisir, mais je crois qu'on ne peut pas être CIP partout. Et on a aussi, moi je le vois au niveau des apprenants, il y a des apprenants qui sont faits pour faire certaines choses, et enfin qui sont faits, qui en tout cas au moment du début de leur carrière, sont plus performants dans certaines choses que dans d'autres. Donc ça, c'est important. Et puis arrive l'entretien d'accueil. Donc là, on attaque un petit peu le dur dans l'entretien d'accueil, puisque au début, quand on demande aux apprenants de faire un entretien d'accueil, eh bien, il y a une espèce de moment de panique où ils veulent absolument donner des réponses à tout. Et on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour comprendre l'autre. Donc, une chose essentielle, c'est vraiment la bienveillance. J'insiste énormément, on travaille dans l'humain, on travaille face à des personnes qui sont souvent en difficulté. Et comme ils sont souvent en difficulté, ils sont souvent un peu perdus et ils ont besoin d'un appui réel. Et cet appui, vous êtes là, vous n'êtes pas psy, hein, on ne mélange pas tous les métiers. Un conseiller en insertion professionnelle, il va aider à retrouver un emploi. C'est vraiment sa fonction initiale. Après,
il peut avoir un côté plus social ou plus dans l'emploi uniquement, mais c'est vraiment la chose importante. Donc, il faut avoir de l'empathie, mais il ne faut pas non plus vivre la douleur des autres. Donc, il faut rester congruent par rapport à ce que l'on est nous-mêmes. Donc, ça, c'est pas de moi, hein, j'aurais aimé, mais c'est pas de moi, c'est de Roger, ça, c'est vraiment sa Ouais. théorie. Et ça, c'est essentiel. Il y a un contrat de communication à mettre en œuvre parce qu'au début, il faut que les choses soient claires, il faut qu'elles soient posées, il faut que la personne sache ce que vous pouvez lui apporter et ce que vous ne pourrez pas lui apporter. Vous ne pourrez pas lui apporter des enveloppes d'argent, vous ne pourrez pas répondre à ce genre de demande. Par contre, vous allez pouvoir l'aider à trouver ce qui lui permettra de s'insérer ou de se réinsérer, selon les cas, professionnellement et en même temps socialement. Donc, à chaque fois, il faut vérifier l'adhésion de la personne que vous avez en face de vous. Parce que si la personne est là juste parce qu'on lui a dit de venir voir un CIP, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche et un intérêt réel de la personne que vous accueillez. Donc, pour ça, il faut que vous ayez une écoute active, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans des choses qui sont déjà faites, etc. Vous êtes, à chaque fois, c'est du cas par cas. Donc, c'est une individualisation. Et c'est en ça que le métier est absolument passionnant. C'est que vous ne faites pas tout le temps la même chose. Ce n'est pas répétitif parce que vous avez des publics qui n'ont pas les mêmes problèmes, fort heureusement, même s'il y a des choses qu'on peut regrouper. Donc, ça, c'est un point essentiel. Pour pouvoir avoir ce fameux contrat de communication et suivi, il va vous falloir faire un traitement administratif. Alors, selon les structures, majoritairement maintenant, ça se fait d'un point de vue informatique, mais dans quelques structures, il existe encore le papier stylo. Donc, mais malgré tout, derrière, il va falloir passer et travailler avec les autres. Donc, pourquoi on fait cette traçabilité? Pourquoi est-ce que l'on va mettre en place ce traitement administratif? Tout simplement parce qu'il faut une traçabilité et que sans traçabilité de ce qui va se passer, moi je dessine souvent un petit dessin, c'est un L, on le retrouve dans le livre, et puis on va prévoir les choses, donc c'est une grande flèche qui va vers ce que l'on a imaginé, et puis il se passe un tas de choses qui font que c'est pas du tout ça, et ça ressemble à un grand serpent qui avance, qui recule, et qui finit par arriver, mais tant bien que mal. Et donc la traçabilité, elle va vous permettre de montrer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez élaboré avec la personne, le contrat de communication que vous avez signé avec cette personne, l'engagement réciproque, c'est-à-dire que vous vous engagez à l'accompagner, mais la personne doit s'engager à faire certaines démarches également, qui vont varier à chaque fois selon le cas. Il est évident qu'après chaque rencontre, il est extrêmement important de faire une synthèse de ce qui s'est passé dans cette rencontre. Cette synthèse, elle n'est pas que pour vous. Elle est pour vous, elle est pour vos collègues, elle est pour vos partenaires et elle est aussi pour la personne qui est venue et qui vous a rencontré. Il n'y a rien de plus frustrant. Je pense que ça nous est tous arrivé une fois d'aller rencontrer quelqu'un et puis de recevoir une synthèse. Et quand on reçoit cette synthèse, on se dit waouh, mais j'ai jamais dit ça, mais c'est pas moi. C'est s'il y a une erreur de personne. Donc, je crois qu'il faut que ça reflète vraiment dans le factuel et sans jugement, avec bienveillance, avec un langage positif, tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est passé. On n'invente pas, on fabule pas, on ne donne pas de solution. On est là pour poser les choses. Vraiment, pour arriver à accompagner, on va le voir après, accompagner une personne, il faut d'abord avoir posé réellement les besoins, les contraintes, les difficultés de la personne pour arriver à essayer avec elle, parce que c'est pas, vous êtes pas, on n'a pas de baguette magique, hein, c'est avec la personne qu'on va arriver à avancer vers une insertion professionnelle qui est le but quand même final. Donc, il faut être extrêmement objectif. J'ai fait une partie spécifique sur le handicap, puisque c'est aussi extrêmement important, puisque le handicap, ce n'est pas quelque chose qui se voit systématiquement. Hein, c'est pas systématiquement. On parle handicap, souvent, on imagine une personne en fauteuil, c'est loin d'être le cas. Donc, voir la reconnaissance RQTH, voir les aides qu'on peut obtenir, voir toutes ces choses-là. Jamais, enfin vraiment, la non-discrimination, c'est extrêmement important.
on doit pas être choqué par quelqu'un qui serait homosexuel, de couleur, toutes ces choses-là en tant que CIP, c'est extrêmement important dans cette posture rogerienne, comme je disais, de d'être ouvert à tout type de difficultés. Et parfois, si les gens n'arrivent pas à faire des choses, c'est parce il y a des barrières que nous, on ne peut pas voir et on va essayer de discuter avec eux. Donc, il faut respecter la personne, c'est essentiel. Respecter l'humain, rapporter des faits et, et vraiment, vraiment demander l'aval de la personne. C'est-à-dire que vous faites une reformulation positive pour qu'à chaque fois que lorsque vous pensez avoir compris quelque chose, vous reformulez positivement ce que la personne a dit et vous lui demandez si c'est bien ce que vous avez compris, si c'est bien la bonne chose, qu'il n'y ait pas d'interprétation sauvage de la part du CIP. Parce que sinon, vous allez partir dans des orientations qui n'auront rien à voir. Donc, pensez bien, lorsque vous faites ces entretiens d'accueil, donc vous pouvez en télécharger un exemple de fichier que j'ai mis avec le livre, où vous avez toutes les étapes, toutes les questions à demander, à prendre en compte, des choses auxquelles on ne pense pas parfois, mais c'est vrai que le déplacement, selon l'endroit où vous êtes, peut être un véritable frein. Les enfants, un tas de choses qui peuvent faire que ben, ce que vous imaginez, ce n'est pas ça. Donc, après, vous allez aussi, dans cette partie qui est le traitement administratif, obligatoirement avoir à travailler dans le numérique. Alors là, il y a pas de baguette magique. J'aimerais bien, mais non. Donc, la première chose à faire, c'est respecter le RGPD. Donc là, je vais te laisser en parler. Oui, donc le RGPD, c'est donc le Règlement général de protection des données. C'est donc un règlement qui a été émis par la Commission européenne et qui protège les individus dans le cadre de leurs données personnelles et de leur utilisation par les entreprises, l'État, des entités qui ne sont pas des individus, des particuliers. Donc, il y a tout un tas de règles qui sont à respecter. Alors, c'est principalement du bon sens, hein. Je donne des cours sur le RGPD, justement. Je pense que c'est notamment pour ça que je suis là aussi. L'idée, c'est que on est obligé à un moment de récupérer des informations pour pouvoir travailler. C'est dans le traitement de ces informations que tout se joue et dans le respect des droits des personnes dans le cadre de ce traitement. Je pose une question simple en général pendant mes cours, c'est que faites-vous des données de vos clients? Vous les revendez? Non. Bon, bah voilà, si vous les utilisez juste pour travailler, tout va bien. L'idée, c'est qu'il faut faire preuve de bon sens face à une réglementation aussi complexe, à savoir, est-ce que vous avez besoin de ces données réellement pour travailler? Et sinon, alors pourquoi vous posez ces questions-là? Donc, c'est là où l'organisme dans lequel vous allez travailler et le travail que vous allez faire dans le cadre notamment de l'entretien d'accueil va être essentiel. Et la réflexion autour des données que vous allez récupérer et de leur utilité dans le cadre du suivi du dossier va être elle aussi essentielle. Maintenant, pour ce qui est du respect des règles, des procédures de la structure, là, vous allez avoir, en fonction des structures et puis en fonction des régions aussi, parce que même si vous êtes dans la même structure, en fonction des régions, les règles peuvent être différentes. Vous allez devoir très souvent appliquer une procédure, aussi parce que le CIP travaille pas seul. Nous, on a tendance, dans le cadre de l'organisme de formation dont je suis directeur, à mélanger les stages avec les FBA, les formateurs, parce qu'on estime que le conseiller en insertion professionnelle doit savoir communiquer non seulement avec le formateur, mais avec d'autres partenaires, parce que tout seul, il ne peut pas travailler. Et donc, dans le cadre de sa structure, c'est pareil. Il n'est pas seul, il a une hiérarchie, un protocole qui est bien souvent lié à des lois derrière. Donc, il a une obligation de respecter certaines procédures en fonction de la structure dans laquelle il travaille. Donc, lorsque vous faites vos synthèses, deux, trois points importants. Alors d'abord, on n'est pas des écrivains. Moi, j'en suis pas non plus. J'ai mis du temps pour arriver à écrire ce livre. Oui, ça a été compliqué quand même. Pour reformuler, et là, j'ai répondu même à un petit message en mettant des
Enfin bref, c'était très mal rédigé. Donc, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais ça, c'est pas grave. Et l'erreur, c'est pas grave. On apprend justement de nos erreurs et on le verra dans l'analyse de pratique. Mais faites des phrases claires, des phrases courtes. Souvent, quand on relit les choses, on dit sujet, verbe, complément. Bon, voilà, ça suffit. Mais complet et sans interprétation. C'est pas vous qui pensez ou qui imaginez, non. C'est ce qui s'est passé, c'est du factuel. Et vous synthétisez, évidemment. Et vous relisez ce que vous écrivez à la personne pour être sûr que cette personne est en accord avec ce que vous avez écrit. Ça, c'est vraiment très important. On ne fait pas hop, tout ce qu'on veut, on n'écrit pas le truc et puis on dit ça va aller. Non, il faut être sûr que ce que vous avez dit, eh bien, effectivement, c'est ce qui est transcrit sur la feuille. Quand vous avez 1 heure d'entretien ou 20 minutes d'entretien, vous n'allez pas faire un roman à chaque fois, vous allez synthétiser. Mais pour ça, on va obligatoirement passer par l'écrit, puisque cet écrit est nécessaire pour cette traçabilité pour vos partenaires, pour vos collègues, parce qu'un jour, vous pouvez être absent, vous pouvez être malade, c'est quelqu'un d'autre qui va vous remplacer. Donc, il va falloir qu'ils prennent en main ce dossier, la personne, parce que c'est pas un dossier, c'est une personne. Et pour comprendre la personne, il va devoir, en lisant vos écrits, être capable de comprendre la problématique qui a émergé de votre rencontre. Et donc, pour cela, il va vous falloir maîtriser les outils. Oups, j'ai fait un truc là qui ne va pas. Il va falloir, vas-y, maîtriser les outils informatiques. Et donc, pour cela, il va vous falloir, vas-y, juste, j'ai fait une mauvaise manip en même temps, excusez-moi. Voilà. Et du coup, Zoom me demande si je suis contente de ses services. Mais moi, je voudrais juste revenir en arrière. Hop. Voilà, donc non, je vais revenir en arrière justement. Par contre, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, il vous faut maîtriser tous les outils informatiques. Il va vous falloir maîtriser Excel, Word, les éventuels logiciels spécifiques qui peuvent être dans votre structure, puisque plusieurs structures travaillent avec des logiciels spécifiques. Et donc, ça, c'est important de vraiment voir. On n'est pas là pour faire des bâtons, on est vraiment là pour l'humain. Même si parfois, malheureusement, vous devez accomplir un certain nombre de choses. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à rentrer dans l'accompagnement de la personne. Vous avez fait votre entretien d'accueil, vous êtes informé sur tout ce qui existe dans votre région, dans votre structure, vous connaissez vos partenaires, et là, vous commencez réellement à lancer un accompagnement. Évidemment, cet accompagnement, il va falloir le contractualiser dans un parcours d'insertion professionnelle. Et pour contractualiser il va falloir signer un contrat d'engagement que vous allez mettre à disposition de la personne. Et avec cette personne, vous allez faire une programmation des différentes actions à mettre en œuvre. Et c'est là où à chaque fois ça diffère, puisque chaque personne va avoir un souhait différent, va avoir des besoins, va avoir des choses particulières. Et donc, vous allez co-élaborer ce projet. Vous allez un petit peu, je dirais, coacher, driver la personne, mais c'est la personne elle-même qui va faire ses choix. C'est sa vie, ce n'est pas la vôtre. Vous, vous choisissez d'être CIP, c'est votre choix. Donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, une personne, peu importe la structure dans lequel vous êtes, il va falloir mettre en œuvre ce projet professionnel qui peut démarrer parfois très bas. Moi, je me souviens d'un apprenant qui est arrivé et qui avait des problèmes d'électronisme et d'illettrisme d'ailleurs. Et après avoir passé cette phase-là, il a fini maintenant par monter, il voulait absolument monter un commerce de fruits et légumes. Et j'ai été ravie d'aller acheter des fruits la dernière fois, puisqu'il a réussi avec des aides, en montant des financements, avec un tas de choses. Donc, on a évidemment, ce projet s'est fait sur du très long terme, mais son insertion professionnelle est là. Et c'est quand même le but de la chose. Et choisir d'être auto-entrepreneur au début, c'est quand même une sacrée aventure et c'est aussi un projet professionnel. Donc, vous allez l'aider à élaborer les différentes étapes, parce qu'il est évident que quand il est arrivé, qu'il nous a dit: «Je veux monter ma boutique», on a calmé le jeu. On était d'abord, on va commencer par l'écriture, la lecture, et puis après, on va voir ce que c'est que la compta, on va voir ce que c'est qu'un business plan, on va voir comment on peut le faire, quelles aides on peut obtenir, qui peut aider et à quoi.
Et on a évidemment progressé, c'est quelque chose qui s'est fait sur un accompagnement qui a été très long. Mais le but est arrivé et on va accompagner dans la réalisation du projet professionnel. Encore une fois, ça reste un projet. Pourquoi c'est un projet? Bah, parce que c'est pas obligatoirement ce qui va se passer comme on l'avait prévu et ça, c'est à chaque fois à prendre en compte et parfois on est déçu parce qu'il se passe certaines choses et heureusement, on travaille jamais seul, on travaille en équipe parce que parfois, on craque un peu et parfois on a des difficultés à comprendre l'autre et le fait de travailler en équipe, de s'appuyer sur les autres CIP, de s'appuyer sur, les autres formateurs, sur la hiérarchie, sur les partenaires, sur les autres structures, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre, puisque parfois il y a des difficultés, que l'on ne maîtrise pas. Alors évidemment, pour accompagner, ça veut dire qu'il va falloir suivre la personne dans son parcours. Et donc, quand on va la suivre, puisqu'il va y avoir certaines actions à mettre en œuvre, ben, on va pas c'est pas systématiquement avec nous, d'accord? Vous allez l'envoyer en formation, par exemple, dans un autre enfin, dans une structure. Il va falloir, après cette formation, c'est pas fini l'accompagnement. Il va falloir poursuivre l'accompagnement et voir jusqu'où on peut aller pour aller à l'insertion professionnelle. Et des difficultés, vous allez en rencontrer 1000 et une. Mais c'est vous, votre réseau, les échanges avec vos partenaires qui va vous permettre d'optimiser vraiment cette réponse aux besoins de la personne et d'essayer parce qu'entre 2, il va y avoir d'autres accidents, d'autres besoins qui vont intervenir, d'autres choses qui vont se passer et à chaque fois de rebondir pour arriver à, trouver une solution. C'est vrai que c'est un petit peu parfois un métier de fourmi, mais quand on y arrive, c'est assez magique quand même. Ça, c'est une vraie satisfaction. Heu, donc pour ça, il y a des démarches et il y a des méthodologies. On ne peut pas faire ça n'importe comment parce que, bah, on n'accompagne pas, comme ça en disant: «Tiens, on va faire ça, on va faire ci, on va faire» donc la première chose quand on est sur du prévisionnel, bah, c'est de faire un planning dans le temps, même s'il n'est pas toujours respecté parce qu'effectivement, on peut avoir, d'autres soucis entre 2 et ça arrive, des absences, des difficultés nouvelles, des changements d'opinion, des rencontres, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que d'entrée, il faut que vous arriviez à faire un prévisionnel sur un certain temps et d'arriver à essayer, je dis bien essayer parce qu'on n'est pas des magiciens non plus, hein, à essayer de mettre en œuvre un planning qui va permettre de dire: «Bon, OK, on va commencer». Je vais reprendre le cas de cette personne que j'ai suivie, enfin que l'on a suivie, parce que j'étais pas seule évidemment, on a été nombreux à intervenir. Au début, quand il a dit: «Ah oui, moi je veux m'ouvrir mon commerce» et cetera, on a dit: «Hop, hop, hop, OK, d'accord, très, très bien, idée géniale, fabuleuse, mais avant, on va commencer par d'autres choses». Donc on a essayé de programmer le temps pour l'apprentissage de l'écrit, le temps pour, l'apprentissage de l'électronique, pour pouvoir se servir d'un ordinateur, puis le temps pour voir pour de la compta, puis de la un business plan, puis trouver les aides, puis donc tout ça, on a programmé les choses. Ça s'est évidemment pas passé comme prévu dans le temps, mais au moins on avait les grandes lignes et les grandes étapes et c'est cette structuration qui non seulement va vous permettre de savoir où vous allez, mais va permettre aussi à la personne d'avoir un but et un objectif et ce but et cet objectif va vraiment permettre à l'autre de savoir où il va et ce qu'il a à faire et vous allez l'aider en disant: «Tiens, tu devrais aller voir dans telle association, là, ils vont pouvoir t'aider». «Oui, mais j'ai besoin d'un ordinateur». Ben, ça tombe bien, il y a une association qui a un ord qui justement reconditionne des ordinateurs, on travaille avec, tu vas pouvoir avoir un tarif préférentiel, ça va te permettre de ça peut être 1000 et un problèmes. Ça peut être des problèmes de logement, ça peut être des problèmes selon le public, la structure et le lieu, vous allez obligatoirement me dire: «Oui, mais non, chez moi, c'est pas comme ça». C'est à chaque fois différent. Donc, une fois que vous avez fait cet accompagnement vers l'insertion professionnelle de la personne. Alors ça peut être bref et ça peut durer très longtemps. Il y a aussi des personnes qui viendront vous voir et qui n'auront pas besoin d'accompagnement parce qu'en fait, ils avaient juste besoin d'un petit déclic comme ça et vous avez aussi une particularité dans votre métier. C'est que vous êtes aussi des formateurs un petit peu quand même, parce que vous montez des ateliers et donc un atelier, c'est une intervention face à un public, face à des groupes,
Si vous êtes en formation, bah, voilà, vous allez faire comme vos formateurs sur des temps beaucoup plus courts. Ce qui fait que c'est un petit peu plus facile que des formations qui sont très longues, mais ben, ça s'organise un atelier. Ça se fait pas en disant: «Oh bah tiens, je vais parler de la confiance en soi. Allez, ça c'est bien». Non, on fait pas un atelier pour faire un atelier. On fait un atelier parce que, et bien, il y a un besoin. C'est-à-dire que imaginons que vous suiviez, 10, 15, 20, 50 personnes, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de la structure. Vous allez dire: «Ouh là là, ouh là 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 là, là, il y a un problème, évident, je vais reprendre la confiance en soi». D'accord? Parce que en fait, moi, je me retrouve face à un public qui, bah, ils sont bien, ils sont motivés, mais une fois qu'il faut prendre la parole, bah, ils n'y arrivent pas et ils ne savent pas se présenter ou, moi, je me souviens d'avoir vu une messagerie vocale avec des jeunes que je suivais et «Oté, comment il est?» et puis ils parlaient, comme un copain, sauf qu'ils envoyaient leurs coordonnées à des professionnels pour être recrutés. Évidemment, le pire, c'était ceux qui, disaient, «Bonjour, bonjour. Ah bah, je t'ai bien eu, tu es sur ma boîte vocale». Franchement, quand on est recruteur, on n'a pas vraiment envie de ce genre de choses. Donc on a fait un atelier pour travailler sur, eh bien, le message de sa boîte vocale au téléphone, parce que ça semblait hyper important. Quand j'ai écouté toutes les boîtes vocales, j'ai fait: «Waouh, waouh, 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 waouh». Plutôt que de travailler ça individuellement, on va le travailler en groupe. Donc, quand on monte un atelier, on met en place un cahier des charges. Donc, on va essayer d'abord, en premier lieu, alors il y a toute une méthodologie que j'explique, hein, dans le livre plus en détail. Là, j'essaie de synthétiser, mais on va d'abord, dans ce cahier des charges, mettre l'objectif. On va le soumettre évidemment à sa hiérarchie, c'est extrêmement important, et puis aux autres, pour savoir s'il n'y a pas déjà quelque chose qui a été fait, parce qu'on n'invente pas tout non plus, hein. On sert de ce qui est déjà fait et dans la structure et ailleurs. On fait pas on va pas, prendre ce qui est à côté et puis dire que c'est nous qui l'avons fait. Attention, hein, comment ça s'appelle ça déjà? Plagiat. Du plagiat. On fait pas de plagiat. On dit ce qui appartient à César, ça c'est important. On respecte, le travail des autres, mais on peut s'appuyer dessus et le citer. Moi, je vous ai parlé, par exemple, tout à l'heure de bienveillance, de congruence et d'empathie. C'est pas de moi, c'est Roger. C'est absolument pas moi qui ai inventé ça et lui, il l'a très bien fait. Ça s'applique dans plein de systèmes. Donc, on va d'abord créer dans ce cahier des charges l'objectif. Une fois qu'on va avoir défini cet objectif de façon très claire, donc là, il y a des méthodes pour définir un objectif. On va prendre un verbe d'action, et cetera, puisque c'est Bloom, pareil, mais c'est expliqué un peu dans le livre et vos formateurs sauront parfaitement en parler avec vous. Et on va voir dans quel contexte on va le faire et on va voir les prérequis qu'il faut pour participer à cet atelier. Il est évident que, par exemple, quand on travaille avec des gens en situation d'illettrisme, on va pas faire un super PowerPoint avec plein de blabla dessus, puisque, comment vous dire? Ça va pas le faire, ça va pas marcher. Donc il va falloir trouver d'autres moyens pour pouvoir vous adapter à votre public, d'accord? Si vous travaillez avec des primo-arrivants, par exemple, il est évident que vous allez, pareil, ne pas faire c'est des gens qui peuvent avoir des études, fait des études et cetera, mais qui ne maîtrisent pas la langue. Donc il va falloir qui ont d'autres soucis, il va falloir adapter à son public et voir, lorsque les gens participent, que ce soit des personnes qui soient réellement intéressées par votre atelier. C'est aussi très désagréable d'aller dans une réunion, dans un atelier où vous maîtrisez parfaitement, le sujet et vous arrivez et vous dites: «Mais c'est quoi ce truc?» Donc, on ne convoque pas les gens pour un atelier auquel ils n'ont pas un réel intérêt. C'est toujours le respect de l'individu. Et puis après, il va falloir définir où vous le faites, quand vous le faites, avec qui. Est-ce que vous le faites seul? Est-ce que vous le faites à plusieurs? Comment vous allez intervenir? Quand? Dans quelle salle? Définir votre public, définir les objectifs que vous voulez atteindre avec cet atelier. Pour cela, ben, il y a des méthodes. Il va falloir choisir votre méthode. Il va vous falloir choisir votre matériel, vos supports. C'est pas systématiquement un PowerPoint, c'est pas systématiquement une visio, c'est pas tout le monde ne sait pas utiliser, la visio, c'est pas systématiquement de l'écrit, c'est pas il y a mille et une choses et quand vous aurez fait, donc je les décline, hein, dans le livre, quand vous aurez fait tout ça, il y a aussi une chose extrêmement importante pour vous et pour eux, c'est l'évaluation.
C'est-à-dire qu'à la fin d'une formation, à la fin d'une intervention, à la fin d'un atelier, à la fin de… c'est bien d'avoir un retour. Parce que, et d'ailleurs, si n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas après cet échange à envoyer des mots à Sylvie ou à m'en envoyer, puisque vous pouvez retrouver mon mail, pour me dire ce qui vous a convenu et surtout ce qui ne vous a pas convenu, pour que je puisse m'améliorer. Parce que le but, c'est pas de dire je sais, je fais, c'est d'échanger et de s'améliorer pour répondre le plus possible à vos attentes et à vos besoins, si on peut le faire, parce qu'on ne peut pas toujours le faire non plus. Donc, c'est bien d'avoir un retour. Et de la même façon, quand vous faites un atelier, cet atelier, il va vous falloir demander au public un petit peu bien quelle est leur impression. Alors, peut vous faire plaisir, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est que ça vous aide à progresser et ça va aussi vous aider dans votre analyse de pratique professionnelle. Après l'atelier, il y a donc cette méthodologie. Et dans la méthodologie, vous avez la taxonomie de Bloom, dont je vous ai parlé légèrement derrière, auparavant. Donc, vous allez créer, même si c'est à un niveau moins important qu'un formateur, mais vous allez créer une progression pédagogique, puisque justement, si on reprend par exemple le cas des messageries téléphoniques, on a commencé par écouter les différents messages des différents apprenants, en tout cas ceux qui étaient d'accord pour les partager, merci. Une fois qu'on a écouté ces différents messages, ils ont dit ah ouais, non, mais c'est pas bon, là, ça va pas. Et on a travaillé ensemble, mais le but, c'était pas d'écouter leurs messages. Le but, c'était de les faire progresser vers quelque chose de plus professionnel. Donc, pour ça, j'avais construit une progression pédagogique qui petit à petit amenait des éléments, donc l'élocution, le fait de laisser du temps, de donner à un moment où on peut joindre, enfin, on avait élaboré ensemble hein, avec le groupe ces différentes étapes. On a choisi les démarches pédagogiques que je voulais mettre en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que c'était dans l'interaction? Est-ce que c'était quelque chose que je leur montrais? Est-ce que c'était des questions que je leur posais et eux, ils répondaient? On a mis en place différents documents, différents supports. Alors, on évite les documents papier par rapport au RSE, mais on peut donner des supports numériques, on peut, si la personne maîtrise, évidemment. Hein. Donc, on essaye de faire certaines choses. On peut prendre des photos aussi, hein, quand on les a en face à face, ça permet de rendre quelque chose que l'on a écrit de numérique. Et tout ça, ça nous permet aussi d'avoir une traçabilité et d'avoir évidemment une évaluation. Juste un petit mot sur la taxonomie de Bloom. Donc, Bloom, c'est quelqu'un qui a classé des verbes d'action qui permettent d'être évaluables. C'est-à-dire que si on dit je sais faire ça, c'est difficile à évaluer le savoir comme ça. Et donc, on a toute une méthode qu'on retrouve dans le livre, qui est expliquée, où le verbe va être un verbe qui va, du coup, pouvoir, dans un contexte donné, lorsqu'on l'élabore, va permettre à la fin d'évaluer l'impact de notre intervention. C'est-à-dire que si on dit, par exemple, allez, j'en cherche un, être capable de lire un texte sur Word dans un formulaire donné, à ce moment-là, on va être pouvoir, si c'est lire, on va regarder qui effectivement décrypte la lecture, on va voir ce qu'il en est et on va pouvoir codifier et évaluer notre atelier. Et ça, c'est important au niveau de son contenu. D'accord? Donc, toutes ces méthodologies sont expliquées beaucoup plus en détail, évidemment, dans le livre. Et c'est un métier pour les formateurs qui sont présents parmi nous. C'est un exercice qu'eux maîtrisent parfaitement. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils vous expliqueront aussi, puisqu'on est là dans le partage. Tu peux rajouter un mot? Non, c'est bon. L'animation. Alors, une fois qu'on a tout préparé, donc on a toute sa formation, enfin son atelier, qui est une mini-formation en quelque sorte, une fois qu'on a tout préparé, il va falloir animer. Alors, l'animation, ça ne s'improvise pas complètement non plus. On n'arrive pas en disant ouais, ça y est, c'est moi. Non, d'abord, on respecte les personnes qui sont là, hein, qui vont apprendre quelque chose de vous.
On écoute ce qu'ils ont à nous dire parce qu'ils nous en apprennent aussi beaucoup. Donc, on va s'adapter à chaque fois. Il est évident qu'il faut maîtriser son contenu, tant que faire se peut, c'est préférable. Et puis, un autre paramètre, d'ailleurs, je regarde où j'en suis, il faut je regarde mon timing, il faut absolument arriver à gérer son temps. Et ça, au début, lorsqu'on fait une intervention, vous allez avoir un atelier qui va durer, je sais pas, disons 2 heures. Vous allez être 2. Hem, Planifier son temps et respecter son temps donné. Bon, il faut s'attendre à quelques petits échecs au début, parce qu'on ne dit pas tout ce qu'on voulait dire, on oublie certaines choses, on en dit d'autres à la place. Bon, jusque-là, tout est normal. Vous savez quoi? Nous aussi, on est humains. Donc, on a le droit aussi à des petits couacs de temps en temps et ça arrive. Mais l'animation, il va falloir que vous choisissiez ce que vous allez faire. Est-ce que vous faites participer les autres? Est-ce que vous les faites travailler en groupe? Est-ce que vous mettez en place des jeux? Est-ce qu'il y a mais une multitude de possibilités? Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez mettre en place parfois des ateliers en e-learning, c'est-à-dire en distanciel, en Zoom, en tout ce que vous voulez comme plateforme, puisqu'il existe, il y a pas que Zoom, hein, il en existe bien d'autres. Et donc, vous allez être obligé de vous adapter au type de support, enfin d'outils que vous avez pour pouvoir créer et mettre en œuvre votre atelier. Donc toujours penser à la capacité des autres, enfin des personnes qui sont là et essayer à chaque fois de vous adapter, ce qui est extrêmement difficile. Donc l'atelier, il y a réellement on peut pas on il y a pas de baguette magique. Il y a des méthodologies à appliquer, il y a une réponse à un besoin et cet atelier, sachez qu'il peut être répété et il devrait être repris par d'autres CIP. C'est-à-dire que si vous le faites et que vous faites cette traçabilité de votre atelier avec toutes les parties nécessaires, comme lorsqu'on fait une formation, normalement, un autre CIP de votre structure, avec votre autorisation selon le contexte, parce que ça c'est important, doit pouvoir reprendre le même atelier et le faire. Et donc ça, c'est un peu une spécificité, donc il ne faut pas avoir peur de prendre la parole en public. Il faut, arriver à formuler le mieux possible, on va dire, parce que des erreurs, tout le monde peut en faire et heureusement. Donc voilà, c'est un point très particulier du métier de CIP qui ressemble un peu au métier de formateur. Vas-y. Donc là, on a vu l'information. Je suis CIP, première chose que je fais, je m'informe sur mes données, sur mon contexte, sur ma région, sur tout ce qui se passe, les données socio-économiques, etc. Une fois que j'ai toutes ces informations, que je maîtrise bien ce que fait ma structure, je vais pouvoir accueillir du public. Quand j'accueille mon public, je le fais avec bienveillance. Je mets en place mon contrat de communication, je mets en place mes outils, mes supports et je mets en place tout l'administratif nécessaire. Et puis après, on va passer à l'accompagnement si nécessaire. Dans l'accompagnement, il va y avoir toutes les phases avec le planning et le contrat d'engagement, qui est extrêmement important parce que ça va vous servir de preuve de ce que vous faites aussi. D'accord? Et puis après, vous avez les spécificités qui sont effectivement la partie de l'atelier, puisque vous vous retrouvez avec un public qui a des difficultés communes. Donc, plutôt que de retravailler individuellement, vous allez les travailler en commun pour aussi créer une dynamique de groupe parfois. Et cette dynamique de groupe va permettre à des gens qui ne se connaissaient pas ou qui ne pensaient pas pouvoir faire et créer un groupe et pouvoir s'entraider. Et puis après, il y a une autre particularité. Dans votre métier, il faut aussi contacter les entreprises. Alors là, souvent, c'est mettre en œuvre une offre de service. Qu'est-ce que ça coûte? Donc, souvent, lorsqu'on arrive à cette partie dans la formation, euh, il y a beaucoup d'interrogations parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à une entreprise? Moi, je vais téléphoner à des chefs d'entreprise, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous avez un petit site qui est pas mal, enfin, que je trouve même carrément, c'est pas un petit site, hein, c'est un site, c'est la communauté de l'inclusion qui, qui montre bien l'importance du CIP et de tous les types de contrats de travail que l'on peut avoir
Et dites-vous bien que les petites entreprises, puisqu'on a quand même une majorité en France de petites et moyennes entreprises, hein, tout le monde ne travaille pas dans des multinationales avec un service RH, un service paie, non, c'est souvent des micro-structures où le chef d'entreprise, il fait aussi le ménage le dimanche et elle fait sa compta le week-end. Et voilà, donc c'est souvent des petites structures, mais qui ont besoin réellement d'employés et qui ont réellement besoin, mais qui ne connaissent pas du tout les circuits de l'insertion. Et là, ils se disent, ouais, ça y est, je vais avoir à faire des cassos, j'en veux pas. Il faut leur expliquer que c'est loin d'être ça. Et donc, quand vous allez contacter ces entreprises, il faut que vous soyez au clair sur ce que vous, dans votre structure, vous pouvez apporter. C'est-à-dire que si vous travaillez avec des jeunes, vous allez avoir des contrats spécifiques. Si vous travaillez avec des personnes en situation de handicap, vous allez aussi avoir des contrats spécifiques. Si vous travaillez dans des structures plus larges, vous allez aussi avoir d'autres contrats et d'autres aides possibles. Et c'est en mobilisant ces aides que l'entrepreneur va être intéressé. Parce que quand on commence à parler un petit peu sous, d'un seul coup, ça change le regard des choses. Et effectivement, ça, c'est un point. Après, faire un recrutement, ça ne s'improvise pas. Et un recrutement, c'est hyper compliqué. Arriver, arriver à mettre en place euh, une démarche projet avec l'employeur, c'est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez contacter ces entreprises, vous allez leur poser certaines questions auxquelles ils n'ont pas obligatoirement pensé. C'est-à-dire qu'on va parler du type de contrat, on va parler, donc si c'est un contrat à durée déterminée, indéterminée, à durée indéterminée, mais spécifique sur un projet, bref, vous allez développer avec lui ou elle le type de contrat. Vous allez aussi aborder les contraintes qui sont liées à l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les diplômes, si diplôme nécessaire, formation, si formation nécessaire. Et quand on parle valeur, c'est important parce que parfois on se dit, tiens, je trouvais la perle rare, sauf que la perle rare n'a pas les mêmes valeurs. Et du coup, après, ça ne fonctionne pas. Donc, on va élaborer, on va contacter l'entreprise, on va l'aider dans ses processus de recrutement. Et de la même façon, vous allez, je le développe beaucoup plus dans le livre, vous allez avoir un échange pour pouvoir aider l'entrepreneur, le chef d'entreprise, à définir ses besoins. Et sincèrement, en général, les chefs d'entreprise des TPE ou des petites ou moyennes entreprises, ils n'ont pas le temps, quoi. Ils n'ont pas le temps. Et alors, certes, il y a Pôle emploi qui est là et qui peut faire ça, mais Pôle emploi a aussi beaucoup de travail. Et vous, en tant que CIP, vous allez l'aider à définir les besoins de l'entreprise, les besoins réels. Vous allez voir si par rapport au secteur, alors évidemment, quand vous les contactez, si vous êtes imaginons que vous travaillez dans un domaine spécifique, vous n'allez pas contacter quelqu'un. Ah, il y a encore des micros ouverts, je pense. Vous n'allez pas contacter quelqu'un qui n'est pas dans le secteur d'activité concerné, puisque c'est généralement, vous faites d'abord une espèce de carte géographique de votre secteur. C'est pour ça qu'il est important de connaître les données socio-économiques de votre secteur. Et avec les besoins de l'entreprise, vous allez choisir dans le secteur d'activité les différentes entreprises susceptibles dans une zone géographique précise. C'est-à-dire que cette démarche-là, elle est valable que là où vous travaillez avec votre structure, avec votre public, à un moment donné. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter, mais qui ne peuvent pas recruter. Désolé, on est à l'extérieur et il y a des chiens qui aboient un petit peu derrière, je ne sais pas si ça vous gêne. Et qui ne peuvent pas avoir le temps de faire leur recrutement. Et là, vous allez les aider à ce moment-là. Après, vous avez l'analyse de poste. Donc, quand vous allez faire une analyse de poste, vous allez justement amener cet appui technique. Vous connaissez
enfin normalement, vous allez connaître, en tout cas, vous allez le travailler, l'organisation d'une campagne de recrutement. Vous allez connaître les différents contrats, vous connaissez les différentes étapes. Même s'il s'agit de faire un tri dans un CV, je peux vous assurer que c'est loin d'être simple, puisque chacun y va de sa sauce, chacun présente les CV différemment. À un moment, il y a eu une uniformisation qui s'était faite et toute la partie, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas simple pour un recruteur et même pour n'importe quel métier. C'est-à-dire que ça peut être jardinier, ça peut être, il faut pas imaginer que c'est réservé à une élite, loin de là. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi avoir la partie finale qui est, je dirais, la partie la plus délicate à mon sens, c'est l'intégration. L'intégration, ça se prépare. Il va falloir, le maître mot, c'est anticiper. Puisque lorsque vous avez, vous, une personne qui souhaite travailler, par exemple, je sais pas, dans la restauration rapide ou dans le ménage ou dans, donc il aura passé son titre, c'est quoi le titre dans le ménage? Il y en a un qui décide avec les machines. Aide de biofamille. Ah non, c'est Aide de biofamille, non, c'est non, l'autre. Et bref, il va avoir réussi à passer tout ça, vous le raccompagnez jusque-là, et cetera. Il va falloir contacter les entreprises et il va falloir, vous avez réussi à travailler, par exemple, sur les 3-8, la personne est d'accord, tout le monde s'est mis d'accord, vous avez bien anticipé les difficultés du poste, vous avez bien anticipé, présenté à la personne qui va travailler comment ça va se passer. Et après, quand il arrive, il va falloir préparer avec le chef d'entreprise ou des adjoints ou des personnes qui travaillent son intégration. C'est-à-dire qu'il va falloir penser à un tas de choses. Ça peut être la tenue vestimentaire, ça peut être les chaussures de sécurité, ça peut être le badge, ça peut être définir le code pour rentrer dans l'entreprise. En fait, ça passe par mille et une choses. Et une fois que cette personne va commencer, il va falloir la présenter, l'aider à s'intégrer, si vous travaillez avec à s'intégrer dans l'entreprise. Si vous travaillez, par exemple, avec des personnes en situation de handicap, il y a vraiment, enfin, moi je connais plusieurs CIP qui travaillent comme ça et elles ne font que ça. C'est-à-dire qu'elles vont dans les entreprises, elles vont dans les structures pour, lorsque la personne travaille dans une structure en milieu ouvert, enfin, elle la suit, elle l'accompagne, mais sur plusieurs mois, pour être sûr que tout est bien calé, bien en place. Donc, selon le public, selon ce que vous faites, et c'est là où c'est difficile de répondre comme ça à tout, il va falloir malgré tout, au bout de 15 jours, 3 semaines, prendre des nouvelles, être sûr que les choses sont bien comprises, que les horaires sont respectés, que, que tout se passe bien, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. Parce que le pire du tout, c'est si vous avez réussi à vous informer, à faire l'accueil, à accompagner, à faire des ateliers, etc., à mettre en place, à trouver un job et que la personne s'arrête parce que ça ne va pas du tout. Et c'est là où vous devez intervenir et éventuellement revenir un petit peu en arrière pour remontrer ce qui s'est passé pendant l'accompagnement, valoriser bien la personne pour lui montrer tout le chemin parcouru jusqu'à l'insertion professionnelle. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, cette partie-là. Et ça fait partie de la relation avec l'entreprise. On arrive au dernier point, donc l'analyse de pratiques professionnelles et le développement durable. Alors, l'analyse de pratiques professionnelles, là, je vous ai mis un tout petit tableau, tout simple, tout bête, mais qui permet un petit peu de se poser les bonnes questions. Alors, quand on fait une analyse de pratique, on n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs et des roses. On est là pour juste dire, bah, ouais, ça, je sais le faire, ça, je l'ai bien fait, ça, je ne l'ai pas bien fait. Puis parfois, on se dit, oh, bah, ça, je l'ai vraiment, vraiment pas bien fait. Et le fait d'échanger avec les autres vont vous dire, mais non, c'était parfait, il n'y a pas de problème. Une analyse de pratique, c'est une démarche réflexive. On peut la faire seule, on peut la faire à plusieurs, on peut la faire avec un médiateur. On la fait moins bien avec un N+1, parce que là, il y a un côté jugement, donc c'est plus complexe. Mais on doit arriver à un moment donné, à dire, là, j'ai un souci. Je fais quoi? Et quand je vais vous donner un exemple dans ma carrière. À un moment, j'aidais des enseignants et j'en ai une qui était catastrophée puisque c'était une école
tout en longueur et elle avait des moyennes sections, petites ou moyennes sections, je ne me souviens plus. Et donc, les toilettes étaient à l'autre bout. Et à chaque fois qu'elle devait emmener son groupe aux toilettes, à chaque fois, tous les enseignants, tous les professeurs des écoles sortaient en lui disant: «Mais tu peux pas contrôler tes gamins, gna gna gna». Et comme elle débutait, elle était catastrophée. Et on en a parlé en analyse de pratique et on a trouvé un truc ensemble et elle faisait chanter les enfants avant de commencer. Donc c'est un truc qui a été échangé pratique. On est dans du pratique, mais on peut être aussi dans du ressenti émotionnel, puisqu'elle se dévalorisait en disant: «J'y arriverai jamais, je ne sais pas tenir les gamins, je suis une mauvaise prof» et cetera. Je dis: «Arrête, tout va très bien». Et en fait, on a mis en place un truc, elle faisait chanter les gamins et donc tous les gamins chantaient et elle montait et elle descendait le niveau de la chanson en question Mmh. et à la fin, ils mimaient et donc ils passaient tout le couloir en faisant et ils avaient l'impression d'hurler, mais il y avait plus un bruit et elle a plus de problème. Donc un atelier, c'est un exemple de ce qui peut se passer en atelier d'analyse de pratique, mais c'est comment s'améliorer, c'est comment lorsqu'on rencontre une difficulté, ne pas dire qu'on est nul, c'est pas ça, c'est arriver à dire: «Comment je peux faire pour faire mieux ou pour résoudre ce problème-là?» Et ça, c'est pas de dire, je vais pas dire: «Non, j'y arriverai pas», non, non, on peut tous y arriver. Mais il faut éventuellement échanger. Quelqu'un a peut-être connu le même problème, quelqu'un peut peut-être vous donner une astuce. Vous pouvez aussi dire, «Ah bah ça par contre je l'ai bien fait, tiens tu y arrives pas, je vais t'aider là-dessus». C'est cette entraide, c'est le fait de prendre du recul, parce qu'on a malheureusement un métier où on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec un nouveau dossier, une nouvelle personne et des synthèses à faire et des trucs et ça à envoyer et on n'a plus le temps de prendre de recul. Donc cette analyse de pratique, elle est essentielle et ce petit tableau, il vous permet de positionner les faits, c'est-à-dire ce qui s'est passé, de bien, de moins bien, les améliorations que vous pourriez apporter, le sentiment que vous en avez ressorti sur différentes choses et les opinions que vous avez. Et ça permet, une fois qu'on pose les choses sur papier, de pouvoir travailler avec un peu plus de recul et surtout trouver cette case de droite là qui est l'amélioration. Comment s'améliorer? Et l'évolution même des systèmes et cetera, fait qu'on peut toujours, toujours, toujours s'améliorer. Donc c'est mais c'est réellement une partie essentielle et pour tout professionnel, hein, parce que là, ça c'est valable pour les CIP, mais je crois que c'est valable pour tous les métiers. À un moment, il faut pouvoir se poser et se dire: «Bah, là, j'aurais dû» ou «Je pourrais» ou «Je vais faire» ou «J'essaye» et puis le dire. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. La RSE. C'est bon? Développement durable, oui, oui. Donc, le respect du RSE est obligatoire, alors de manière générale dans les entreprises parce que ça va induire des responsabilités telles que, par exemple, l'adaptation de poste pour des personnes qui sont en situation de handicap ou alors le respect de l'écologie. Mais en général, ça passe assez bien en entreprise parce que l'écologie actuellement rime avec économie, donc en général, ça va très bien. Par contre, c'est vrai que on pense moins à l'aspect social. On pense beaucoup à l'aspect économique et à l'aspect environnement, mais on pense moins à l'aspect social. Ça peut être aussi des actes de prévention, hein, ça peut être des interventions, ça peut être une préparation, ça peut être un cursus d'amélioration prévu dans l'entreprise, que ce soit pour des postes particuliers ou pour l'entreprise en elle-même. Et donc, le RSE, ça va être vraiment une responsabilité que va avoir alors d'abord le chef d'entreprise, puis ensuite chacun des éléments de l'entreprise. Et puis, quelque part, vous aussi en tant que CIP, parce que vous allez devoir induire ce RSE, cette RSE, pardon, auprès de vos bénéficiaires et puis auprès de l'entreprise, vous assurer que l'entreprise, vous placez la personne ou vous orientez la personne, vous insérez la personne, va respecter toutes ces réglementations, toutes ces règles et puis va être aussi déontologiquement respectable. C'est aussi souvent ce qui est induit à travers le RSE. C'est encore une fois, hein, c'est un peu la même chose que le RGPD, du bon sens, du respect, quelque chose qui va autour de la bienveillance aussi. Parce que quand un chef d'entreprise se préoccupe réellement de ses employés, ben, à un moment,
il tombe face au RSE, c'est une évidence. Et donc, il va y avoir comme ça, durant l'exercice du métier de CIP, une préoccupation autour du développement durable et de cette responsabilité sociale et économique des entreprises. Alors, le plus important de tout, on a parlé de l'information, on a parlé de la veille informationnelle, des grands mots, on a parlé de l'accueil, de la fiche d'entretien d'accueil, on a parlé de l'accompagnement, des différentes possibilités d'accompagner vers un projet, d'accompagner, de trouver, etc. On a parlé des ateliers avec des référents théoriques, etc. On a parlé du contact avec les entreprises, du RGPD, de la RSE, des AAP. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'humain. Ah bah. Voilà, l'humain. Pourquoi? Parce que vous faites, même si vous pouvez vous sentir parfois dans certaines structures un peu oppressé par les résultats qu'on va vous demander, parce que malheureusement, même si on est dans un secteur entre guillemets social, on a des résultats à avoir et la traçabilité permet aussi à vos supérieurs ou de vérifier ce que vous faites. Donc, il y a aussi un nombre de placements à avoir, ce qui fait qu'on arrive à parfois des trucs un petit peu aberrants, puisque ce seraient des personnes qui en auraient le plus besoin d'un accompagnement, qui se retrouvent sans accompagnement, parce qu'on n'arrive pas à faire des bâtons avec leurs résultats. Donc, c'est là où c'est un petit peu aberrant. Donc, parfois, selon les structures, moi, j'ai pas mal de CIP qui me disent que, waouh, ils veulent changer parce que ils veulent changer de structure parce que on oublie l'humain. Et pourtant, je crois que c'est essentiel dans ce métier. C'est loin d'être facile à mettre en application. Alors ça, vous pouvez me le dire tout de suite. D'entrée, j'entends des critiques et des choses. Oui, mais c'est super dur. Mais si vous avez choisi d'être CIP, c'est que vraiment conseiller les autres pour les insérer professionnellement, si c'était possible par une machine, je peux vous assurer que l'État aurait déjà mis en place un super logiciel où on cocherait des croix et hop, ça vous dirait ce qu'il faut faire. Donc, c'est qu'il y a de l'humain. Et l'humain, eh ben, ça marche pas comme une machine. Ah, il y arrive toujours des trucs bizarres. Il y a toujours des choses un peu particulières. Donc, surtout, malgré parfois les difficultés auxquelles vous allez vous être confronté obligatoirement, hein. C'est pas un métier facile. C'est vraiment pas un métier facile, mais c'est un métier extraordinaire. Et si vous y mettez de l'humain, du respect, mais surtout, restez vous-même aussi. Il ne faut pas non plus que les problèmes des autres deviennent trop lourds. Mais si vous arrivez à trouver ça, vous excellerez obligatoirement. Et ouais, dans l'humain, moi, j'avais bien envie de rajouter que bien souvent, en fait, on va avoir une ambivalence entre, d'un côté, la rentabilité, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous êtes CIP, vous êtes salarié, vous êtes payé, donc vous coûtez, donc quelque part, vous devez rapporter. Alors même si derrière, c'est l'État, même si derrière, c'est Pôle emploi, c'est des organismes qui ne sont pas, voilà, qui sont pas censés regarder la rentabilité, il n'empêche que, par exemple, pour être conseiller Pôle emploi, il faut avoir conscience que vous allez avoir 400 bénéficiaires, un portefeuille de 400 bénéficiaires à peu près à gérer. Et très rarement, vous allez pouvoir avoir les moyens réels de gérer toutes ces personnes. Et c'est là, en fait, où euh, vous allez devoir faire un choix dans le cadre du travail où vous allez exercer, que ce soit chez Pôle emploi ou en milieu associatif, entre l'humain et les possibilités que vous avez de répondre à cette demande humaine. Et c'est là où plus vous avez de partenaires autour de vous, plus vous allez pouvoir proposer de solutions différentes. Dans le cadre du centre de formation, on a développé un réseau partenarial énorme, surtout auprès des associations, beaucoup d'organismes d'État aussi, parce qu'on a besoin de personnes ressources pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qu'on accompagne. Donc, que ce soit dans le cadre de formation ou dans le cadre d'insertion professionnelle, parce que le formateur se préoccupe aussi un peu du projet professionnel de ses apprenants, hein, en toute logique. Donc, vraiment, faut pas oublier que, OK, il y a une rentabilité, OK, il y a des finances, mais en face de vous, c'est un humain. Et lui, c'est sa vie qui joue en face de vous.
Et la plupart du temps, peut-être que vous allez l'accompagner pendant quelques mois, mais pour lui, c'est des années, c'est toute sa vie qui change. Donc, à partir de ce moment-là, il faut donner de l'importance à ce rapport humain. C'est l'essentiel de notre travail, je pense, dans ce cas-là. Donc, toute la technique que vous connaissiez si vous êtes CIP, que vous maîtrisez parfaitement, on a toujours, même moi, quand j'ai repris le livre en disant, quand on m'a demandé de refaire ça, je dis, hop, 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 je vais m'y replonger parce qu'il y a des petits points parfois. Et donc, on a, vous allez acquérir énormément de techniques, énormément pour faire de la veille informationnelle, pour faire tout ce qu'on a vu. Mais n'oubliez surtout pas l'essentiel de ce métier, le cœur de votre métier, ça doit rester l'humain. Alors, on me dit que c'est un beau discours, que c'est ci, que c'est mi. Moi, je connais plein de CIP qui ont de la pression et qui restent super, super dans l'humain. Donc, voilà, après, c'est un point de vue, c'est une posture. On peut ne pas être d'accord. On pourrait échanger tout à l'heure, ça ne me pose pas de problème. Mais en tout cas, c'est la vision que je peux avoir, moi, du métier. Et encore une fois, justement, là, j'arrive à la fin j'arrive à la fin de l'exposé. Donc, vous avez mon mail si vous souhaitez me joindre. Sinon, évidemment, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de Sylvie. On se posait la question, est-ce que la synthèse doit être rédigée sous un format qui est déjà établi, spécifique? Est-ce que c'est quelque chose que toutes les structures se transmettent? Ou est-ce qu'on peut effectivement aussi adapter la synthèse au public, aux bénéficiaires, par exemple? L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire une synthèse au format d'une carte mentale ou pas? Alors, j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Alors, c'est un avis personnel. On peut faire, c'est-à-dire qu'on peut, pour s'aider, si on a besoin de mettre en place, on pourrait faire une carte mentale, effectivement, pour mettre les points essentiels, les ramifications, etc. Mais le but de la synthèse, alors selon les structures, parce qu'il y a des structures qui utilisent des logiciels très spécifiques avec des suivis, donc où là, c'est de telle façon, on clique même sur certains paramètres parce que ça permet d'orienter sur des aides ou sur d'autres structures. Donc, il y a des organismes qui utilisent des logiciels. Donc là, existe ce truc. Par contre, rien n'empêche le CIP de faire une carte mentale personnelle sur un bout de papier ou sur son ordinateur s'il est à l'aise pour structurer sa synthèse. Le but d'une synthèse, c'est vraiment, alors, résumer, synthétiser ce qui s'est passé de façon la plus factuelle possible, de façon la plus claire et explicite possible, et que ça permette vraiment à un collègue, à n'importe qui, en lisant ces informations, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi la personne n'a pas pu, si on est dans l'accompagnement, par exemple, on n'arrive plus à, la personne ne peut pas venir parce que sa voiture est cassée et qu'il n'y a pas de bus de là où elle est, ou il n'y a pas de moyen de transport, etc. Donc, en lisant les informations, on doit comprendre le pourquoi du comment. Et on doit, si à la fin, si on arrive à la fin, par exemple, où il y a eu 5, 10, ça dépend puisqu'il y a des endroits où il y a trois rendez-vous, pas plus. Et il y a des endroits où on en a, il n'y a pas de limite. Donc, ça va dépendre vraiment de la structure. Mais ce qui est évident, c'est que quand on lit la synthèse, on doit pouvoir voir quelles sont les étapes qui ont été programmées, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et ce qui est mis en place pour parer ces différentes choses. Donc, la façon la plus claire possible, vraiment des phrases courtes mais claires et que l'on comprenne le contexte pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre et même soi-même, parce que parfois on a des rendez-vous où on ne voit pas la personne pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Donc, autant dire qu'au bout d'un moment, on oublie, on ne sait plus ce qu'il en est. Donc, on doit pouvoir, en relisant la synthèse, vraiment avoir un suivi très clair. C'est la traçabilité. Ouais, c'est vraiment traçabilité et transmissibilité. D'accord, merci. François. Ok, donc de toute façon, suivant les structures, ils proposent des choses qui sont déjà officiellement préétablies, quoi, en fait, si je comprends bien. D'accord. Souvent, Pareil pour les logiciels spécifiques à chaque structure, en fait. voilà, D'accord. ça va dépendre de la structure. Pour faire la veille informationnelle, il y a différents sites et puis il y a surtout différentes méthodes.
Ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez devoir définir les outils que vous allez utiliser dans le cadre de votre veille informationnelle. Donc, je prends des exemples très parlants, comme ça, c'est facile à comprendre. La première idée qu'on se fait d'une veille informationnelle, c'est attraper un magazine spécialisé et lire des articles qui sont en rapport avec le métier. Là, vous allez avoir des informations, mais ça va vous prendre énormément de temps. Après, vous avez les recherches en ligne sur des sites spécialisés. Et hélas, je dois vous dire que, en effet, vous allez aussi perdre beaucoup de temps à ce moment-là parce qu'il va falloir aller consulter ces sites régulièrement. Après, vous avez des méthodes qui vous permettent de faire remonter l'information jusqu'à vous avec des logiciels. Alors, un des logiciels qui est utilisable facilement en ligne, ça va être Zotero ou Feedly, qui peuvent être… Feedly, c'est Feedly, mais c'est payant et c'est un peu cher. Zotero, c'est comme ça se prononce, Zotero. L'idée, c'est que ça va être des logiciels qui vont aller consulter les sites à votre place, vérifier une liste de mots-clés que vous aurez déjà définie et vous faire remonter les informations si elles sont pertinentes et liées à votre domaine d'activité. Donc, à partir de ce moment-là, il y a énormément de sites sur lesquels vous pouvez retrouver des informations. Bon, il y a tous les sites qui sont en rapport avec la communauté de l'inclusion, il y a Dora, il y a euh, tout un florilège de sites qui ont été créés par le gouvernement pour aider dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Et donc, vous allez avoir ces sites qui vont répertorier à la fois les textes législatifs, mais aussi les dispositifs qui sont accessibles dans votre région en fonction de la région dans laquelle vous êtes, qui vont aussi enregistrer tous les organismes auxquels vous pouvez faire appel et qui vont pouvoir vous orienter un petit peu plus sur les partenaires que vous pouvez solliciter. Maintenant, une veille informationnelle, c'est quelque chose de personnel parce que, en fonction de la structure dans laquelle vous allez être, en fonction des connaissances que vous avez, en fonction de la maîtrise du métier, en fonction du public qui sera le vôtre, votre veille ne sera pas la même. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret, une personne qui est conseiller Pôle emploi et une personne qui est conseiller Pôle emploi, mais à Cap emploi dans Pôle emploi, ça ne va pas être la même veille informationnelle parce qu'il y en a une qui s'occupe juste de demandeurs d'emploi et il y en a une autre qui va s'occuper de demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, à partir de ce moment-là, la veille informationnelle, même si elles sont dans la même structure, ces deux personnes, la veille informationnelle va être différente. Donc, vraiment, vous devez construire votre veille informationnelle sur base de sources fiables et en définissant à l'avance les sujets. Donc, vous avez des sujets, des sources et puis derrière, un logiciel qui vous ramène toutes les infos. Et après, vous avez aussi des échanges de connaissances. Par exemple, devenir CIP. C'est une entraide pour CIP et CIP en devenir que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui sont donc des gens qui échangent entre elles. Et ça peut aussi amener des plus. Vous avez le repère des CIP, vous avez différentes choses qui vont vous permettre de récupérer aussi des informations si vous ne les trouvez pas à un moment donné. Alors évidemment, là, ce n'est pas systématisé, hein, c'est ça. L'avantage de la veille informationnelle, c'est qu'une fois que vous vous êtes, c'est presque un abonnement en quelque sorte, vous avez choisi votre point, vous allez recevoir les infos directement et vous serez averti. Par exemple, si vous vous mettez sur les différents contrats de travail, évidemment, le ministère du Travail, évidemment, les grands sites, évidemment, Pôle emploi, évidemment, les missions locales, enfin, des grosses structures où vous pouvez faire. Et il y a aussi des structures dans lesquelles il y a une veille informationnelle qui est faite. C'est ça, vous qu'on pouvez vous aussi permet consulter. de consulter. Vous arrivez dans une structure et en fait, la structure vous fournit un outil de veille adapté déjà et utilise déjà son propre outil de veille parce que vous n'êtes pas le premier à débarquer avec des besoins d'apport constants. Quelle est la posture à adopter en tant que conseiller, notamment sur l'accueil et dans le sens aussi, comment ne pas faire à la place du bénéficiaire? Ok, alors je dirais que je vais vous donner un petit tuyau. Vous allez regarder, vous tapez sur Internet l'éducation en question. Et c'est Philippe Mérieux, qui est un professeur d'université spécialisé sur la pédagogie et qui est quelqu'un que j'admire et qui a fait des petits films. Donc, quand vous allez taper l'éducation en question, vous avez des petits films qui parlent vraiment de personnes très importantes. Et
vous allez retrouver différents auteurs et vous allez avoir un petit film sur Carl Rogers qui explique lui-même sa posture. Et c'est expliqué en 12 minutes. Vous avez le temps juste de boire un petit coca assis dans un canapé et vous allez tout comprendre. Alors, je vous conseille de le regarder plusieurs fois avant de comprendre parce que la première lecture, ça semble très, très simple. Bon, ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est vraiment un petit tuyau que je vous donne. Et ça va vous permettre, donc c'est accessible sur Internet, il y a d'autres pédagogues dedans qui peuvent être très intéressants, mais euh, la posture de bienveillance et d'écoute active, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans l'accueillance, j'allais dire. C'est-à-dire que vous, la personne qui vient est chargée en difficulté. Oui. Elle vient pas obligatoirement pour trouver, contrairement à ce qu'on peut penser, trouver une solution. Elle sait plus où elle en est. Et vous allez, au fur et à mesure, l'aider à structurer, je dirais, la problématique majeure, qui peut ne pas dépendre de vous parfois. Je veux dire, ça peut être un problème de logement. Et vous n'êtes pas spécialisé dans le logement. Vous pouvez juste lui dire éventuellement d'aller voir telle ou telle structure pour trouver une aide dans le logement. Et une fois que ça, ce sera peut-être fait, vous allez peut-être pouvoir intervenir plus facilement. Mais cette posture d'écoute active, de bienveillance, de reformulation positive, c'est-à-dire j'y arriverai pas. Bientôt, vous allez y arriver. Dans la reformulation, vous allez arriver à faire ça en mettant ça en place. C'est-à-dire que dans la reformulation, dans votre écoute, est-ce que c'est bien ce que vous m'avez dit? Est-ce que vous avez bien dit ça? Sachant que tout individu, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a la partie visible, ce qu'on vous dit, et puis il y a tout le reste en dessous. Tout le reste, c'est ce qui se dit pas. C'est pas si facile que ça de reconnaître qu'on a fait des bêtises. Je ne sais plus si je l'ai écrit dans le livre. Moi, je me souviens d'une personne qui était ambulancier, qui a été suivi par une CIP, qui a trouvé un poste et l'employeur a téléphoné en disant oui, mais il n'a pas de permis. Et il avait oublié de dire oui, mais moi, je ne veux pas être assistant, je veux conduire. Oui, mais sauf que vous avez commis une infraction qui fait que vous n'avez plus de permis pendant X temps. Donc, il va falloir accepter. Et là, on a travaillé sur l'acceptation de cette problématique qui était terrible pour lui. Ça peut paraître étrange, mais il se présentait comme ambulancier alors que c'était plus possible. Donc, il y a une écoute, il y a une recherche. Je donne des exemples dans le livre de cas comme ça, où il faut aller jusqu'au bout sans heurter la personne, en reformulant positivement, en étant vraiment dans l'écoute. C'est-à-dire, quand on est en entretien, il y a un moment où il faut se dire, voilà, il n'y a plus de téléphone. Là, je ne suis pas avec à répondre, ah ben oui, salut ma chérie, attendez 2 minutes. Non, non, non. On est fixé, on écoute, on essaye de comprendre. Si on ne comprend pas, on pose des questions, on n'est jamais agressif et c'est vraiment une posture de bienveillance. Et sincèrement, regardez, ça commence par des personnels hospitaliers, cette petite vidéo. Ça prend 12 minutes et vous allez voir, c'est assez magique. Et sur cette question, je me permets de rajouter un petit mot, parce que vous disiez, enfin, vous demandiez comment ne pas faire à la place d'eux. Mm. Et c'est vrai que c'est souvent un petit peu la grande difficulté, c'est que on a en général le process, on a le protocole qu'il faudrait suivre, et on est capable de le poser sur papier bien à l'avance. Le problème, c'est que c'est pas nous qui devons le faire, et ça serait tellement simple pour nous parfois de passer un coup de fil et puis voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Sauf que non, parce qu'en fait, on va passer par-dessus tout un tas de process d'acceptation, de mise en place de solutions, de projection dans l'avenir, par lequel le bénéficiaire doit passer pour pouvoir ensuite, après cet appel, continuer de travailler sur son projet. Et en fait, c'est un peu ça qu'il faut dire, c'est que, enfin, je pense, pour répondre à votre question, comment faire à la place d'eux, on ne peut que montrer la porte. C'est à eux qu'il advient de la franchir parce que derrière, la responsabilité leur incombera. Et c'est là où vous devez vous poster à côté en accompagnant. Ils viennent nous voir, ils n'ont pas forcément de solution. Ils veulent surtout des repères, en fait. Et c'est là où les partenaires vont être essentiels parce que le repère que vous allez lui permettre de voir, de prendre conscience, il va lui permettre de s'appuyer pour pouvoir ensuite faire appel à quelqu'un d'autre ou éventuellement lui-même faire quelque chose d'autre. Et c'est là où, en fait, en accompagnant sur le côté, on ne va faire que montrer des portes, proposer des situations et derrière se poster en accompagnant, c'est-à-dire être prêt là
à répondre à éventuellement une difficulté qui, dans le cadre de la réalisation de cette demande, apparaîtrait. Mais on ne peut pas faire à la place d'eux parce que c'est voué à l'échec dans ces cas. Et vous savez, un accompagnement, quand on prend un plat, on dit, je voudrais en accompagnement, vous prendrez quoi? On ne met pas n'importe quoi avec n'importe quoi. On met un plat qui va faire, on va mettre quelque chose qui va faire ressortir les goûts. Quand on accompagne un chanteur, c'est pour faire ressortir sa voix. Et c'est le but du CIP, c'est de faire briller l'autre, c'est pas de briller soi-même. Et pour s'approprier, pour qu'à la fin, le bénéficiaire soit valorisé de son parcours, parce que si on lui donne tout et que c'est pas ça, quand lui va s'être approprié les choses, vous pourrez le valoriser et lui en sera vraiment fier. Et c'est important cette étape parce que avec le travail, il y a aussi tous les paramètres euh, de, de socialisation qui va avec. Donc, c'est important de ne pas faire à la place de l'autre. Repensez toujours à cette histoire de plat. Et ça paraît un peu évident quand on le visionne comme ça. Nous sommes la purée, pas la viande. Des véganes, alors ça va être compliqué, mais Nous bon. sommes, Voilà. l'autre, celui qui n'est pas Celui qui n'est la plus- partie principale du plat, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. D'autres Ok. questions? Non, bah, merci beaucoup pour le groupe. Et enfin, c'était vraiment la question plutôt des autres personnes. Pour ma part, je suis aussi formatrice de CIP et du coup, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Et dans le sens où si nous, on fait confiance à la personne pour qu'elle se mette en action, elle va tendance à avoir plus confiance en elle et du coup à plus faire les actions par elle-même. Et si on lui donne pas cette chance-là d'avoir qu'on a confiance enfin, que quelqu'un d'autre a confiance en nous, bah du coup, on n'avance pas, quoi. En Non. tant que formatrice, vous savez bien que l'appropriation du savoir par l'autre, c'est justement, c'est Ouais. petit à petit. Et c'est la même Oui. chose pour les CIP. C'est pas une histoire de savoir, mais c'est aussi du savoir, puisque c'est du savoir comportemental, c'est du savoir Mm. technique parfois, hein. Et là, il faut que ce soit l'autre qui se l'approprie. C'est pas, sinon, on serait tous savants. Il y a des bibliothèques partout, il me semble. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. Mais si elles sont ouvertes, gratuites, on devrait tous être des grands savants. Et ben non, ça ne marche pas comme ça parce Mm. que c'est simple que ça. Une autre question? Ça, si on a répondu à votre. Il y avait une autre question du groupe aussi, c'était comment aller à l'adhésion de la personne. Comment aller? Ouais. Alors, lorsque vous avez que ce soit un entretien d'accueil, que ce soit un entretien d'accompagnement dans le suivi, euh, le sens est essentiel. C'est-à-dire que la notion de sens, il faut que les choses d'abord, vous reverbalisez de façon positive ce que la personne a dit, et il faut que la personne soit en accord avec vous, mais il faut que le sens de ce que la personne veut, et pas vous, obligatoirement, soit mis un petit peu en exergue. Et ça, c'est essentiel. Et donc, cette notion de sens, elle est essentielle et il faut que le bénéficiaire soit en accord avec ce que vous avez marqué, ce que vous avez dit, pour que ce ne soit pas une interprétation sauvage de la part du CIP, quoi, justement. Mm. En tant que formatrice, ça doit complètement vous parler puisque vous avez besoin de faire adhérer aussi vos apprenants à la formation. Et donc, quelque part, le sens qu'on met dans les choses euh, permet à ces choses d'être reconnues, et notamment par les bénéficiaires lors d'un accompagnement CIP. Il faut vraiment que ce bénéficiaire comprenne pourquoi on lui demande de faire tout ça et où est-ce que ça l'emmène. Mm. Et s'il est d'accord à ce moment-là, bah, ça Ça prend va. du sens, ça match, et voilà. Donc l'adhésion, en fait, elle vient de la compréhension du process. Et de la verbalisation de sa part pour moi aussi, enfin, quitte à demander en C'est fin pas la d'entretien, bah, verbalisation. expliquez-moi. Il faut qu'il verbalise à un moment Mm. qu'il soit en accord avec vous. C'est sûr que si, Il doit verbaliser à un moment, ne serait-ce que parce que vous lui demandez son accord. voilà, Ouais. ça fait partie du contrat de communication aussi. Mm. Nous, au niveau des questions, c'est par rapport à l'entretien d'accueil. Comment on pourrait poser toutes ces questions sans passer par un interrogatoire? Alors, ça, c'est une question qui revient régulièrement. D'abord, il faut s'approprier l'interrogatoire, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que, on ne peut pas passer en revue les questions. Nom, prénom, âge, date de naissance. Non, parce que là, après, on va se croire à la police. Donc, c'est pas
du tout la relation qu'on va instaurer, même si les policiers peuvent être aimables et être là pour nous aider, hein, c'est pas le problème, mais C'est pas notre posture. voilà, c'est pas notre posture. On va pas aller gratter, on va suggérer, c'est-à-dire qu'on va, en discutant, puisque dans le bouquin, j'explique qu'on fait des entretiens semi-directifs. On n'est pas dans du directif, justement. Donc, si on est en semi-directif, c'est qu'on est au cours d'un échange en prenant des notes. Et dans ces cas-là, il faut absolument qu'on s'approprie cette. Alors, on a fait une fiche, hein, qui est une fiche type, mais qui peut être revue et corrigée autrement, hein. On peut la voir avec le livre. Et cette fiche, il faut se l'approprier pour en connaître le contenu. Et quand vous allez échanger avec la personne, il faut pouvoir tourner les pages et remplir en haut, en bas, parce qu'il faut connaître cette fiche. Moi, quand j'interviens sur ce point-là, je leur demande de l'apprendre par cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils la. Et on a des entraînements où on met en œuvre des entretiens d'accueil où effectivement, c'est dans un discours et il ne faut rien oublier. Et pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, effectivement, à la fin de l'échange, on relit et on expose tout ce que l'on a pris comme information et on va demander l'aval à la personne. Et si on a fait une erreur, on note notre erreur. C'est tout. On a le droit de faire une erreur. Mais c'est en cours d'un échange. Et pour ça, il faut s'approprier les outils. Enfin, D'accord, ben merci. semble-t-il. C'est essentiel de comprendre en effet la fiche dans les entretiens que je fais au niveau du centre de formation. J'ai évidemment obligatoirement une fiche devant moi avec des cases à cocher, hein. Je ne peux pas faire autrement. Toute organisation, toute administration est constituée de la même manière. Maintenant, je commence à échanger avec la personne et puis dans le cadre de l'échange, j'oriente l'échange vers l'endroit où je veux aller pour pouvoir ensuite répondre aux questions. Et parfois, je n'ai même pas besoin de poser les questions. C'est la personne en me parlant qui répond d'office à mes questions. Et je crois que c'est ça, en fait, ce à quoi il faut arriver. Il faut vraiment éviter ce questionnement comme ça, parce que ça a quelque chose en plus de très rabaissant. C'est-à-dire que les situations un peu difficiles, quand vous allez attaquer les revenus, quand vous allez attaquer le niveau d'études, quand vous allez attaquer… Si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, bien sûr. C'est là où il va y avoir des difficultés, où on ne va peut-être pas s'exprimer de la même façon, vous allez avoir une partie de la vérité. Voilà. Mais c'est parce que vous passez dans un questionnement. Si on est dans le cadre d'un échange, on est dans un échange. Je lui donne, il me rend, je lui rends, il me donne, et ainsi de suite. Et dans l'accompagnement, c'est comme ça, j'estime que ça doit se passer. C'est qu'il y a une partie d'échange. Moi, j'apprends tous les jours de mes bénéficiaires. Il y a quand même une dimension sur l'accompagnement qui correspondra aussi au CIP. C'est effectivement cette notion de distanciel ou de visio. Je pense qu'on a basculé quand même dans un monde où on est en visio. Et même dans le monde de CIP, il y aura énormément donc, de suivi de bénéficiaires à distance, comme il y a aujourd'hui beaucoup de formations à distance. Et je pense qu'il va falloir évoluer sur cette question. Et je crois que la visio ne casse pas l'humain. Par contre, c'est effectivement quel accompagnement on veut. Et aujourd'hui, je pense que c'est important que ce soit les bénéficiaires ou que ce soit même toute personne qui veut être formée. Effectivement, je crois que l'offre est assez riche. Je crois que ce qui va être important, c'est quel accompagnement on veut. Et effectivement, tous les accompagnements ne correspondent pas à tous les profils. Et je crois que le distanciel peut être aussi gommé par l'humain. Parce que beaucoup de formateurs qui forment ou beaucoup de CIP qui accompagnent à distance et qui savent garder cette humanité et surtout le parcours. Et c'est là qu'il faut définir combien de temps est-ce qu'on suit la personne, est-ce qu'on se met en lien avec elle sur WhatsApp, est-ce qu'on la laisse complètement, est-ce que quand il y a une question, elle sait où trouver la question ou est-ce que la personne, elle n'est plus joignable. Et je crois qu'on bascule, enfin on est quand même dans un basculement, c'était la seule chose que je voulais dire, dans un basculement où la distance va être en paramètre aujourd'hui. Le présentiel, qu'on le veuille ou non, que ce soit en accompagnement ou en formation, il est en train de gentiment mourir, qu'on le veuille ou non. Et on le voit sur l'offre de formation. Et on le voit là, sinon on serait tous en réunion autour en train de boire des coups. Donc voilà, je pense là-dessus, il y a un monde qui arrive. Il y a un monde qui arrive et la qualité peut être tout à fait prise en compte.
Enfin, je dis ça pour toutes les CIP qui forment à distance et qui accompagnent à distance et qui font du très bon travail aussi. Oui, oui, Alors, oui. il y a complètement possibilité d'effectuer une bonne formation à distance. Il y a complètement possibilité de fournir une offre de formation qui est complètement Je parlais adéquate. d'accompagnement aussi, enfin, on est Ah parmi non, CIP. pardon. Que ce soit en accompagnement ou en formation, de toute façon, le à distance, le numérique, est un outil. Et c'est quelque chose qui nous permet de faire plus. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre que ce soit l'un contre l'autre ou l'un contre l'autre. C'est des choses qui sont à utiliser de manière complémentaire. Et en effet, depuis la crise Covid, on a tous, enfin, la population mondiale s'est réellement rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être à un endroit pour pouvoir intervenir. On pouvait intervenir à distance, que ce soit pour soi ou pour un autre. Et donc, à partir de ce moment-là, les outils se sont démocratisés. Maintenant, je reprends la situation de cette personne qui a donc besoin d'une formation CIP et qui est en situation de handicap. On parle donc d'un futur apprenant qui essaye évidemment d'avoir la situation qui serait la plus aidante Ouais. possible pour sa situation. Et je crois que réellement, le fait d'avoir un humain avec soi en parallèle de cours informatiques qui permettent de libérer plus de temps, ça permet de multiplier les modalités et d'augmenter les capacités de la formation. Je pense vraiment pas qu'il faut voir ça comme une difficulté, que ce soit le présentiel ou l'informatique. C'est un outil en plus qui vient donner de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas avant et qu'il faut explorer, mais sans pour autant oublier ce qu'on a toujours utilisé jusqu'à présent. Moi, je dirais juste aussi une petite précision, c'est qu'on a parfois des publics qui sont en situation d'électronisme, puisque moi, je travaille avec eux, et du coup, la visio, souvenez-vous au début du Covid, de tout ce qui se passait dans les visios, avec on voit le front, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Il y a aussi un apprentissage à Ça faire. peut être plus simple. Une formation CIP peut se faire, c'est peut-être plus difficile parfois parce que ben, c'est toujours bien de se voir. Après, quand on est habitué à la visio, il n'y a pas de problème. Tous les gens qui ont l'habitude de faire des visios peuvent échanger comme aujourd'hui. C'est des gens qui savent maîtriser l'outil informatique, qui savent parler, qui savent échanger, qui savent construire leur truc. Ce n'est pas toujours le cas selon les publics. C'est pour ça que plus on multiplie de toute façon les outils, les moyens, les savoirs, les possibilités, les offres, etc., mieux c'est. Le but, c'est quand même d'arriver à trouver des solutions à tout et c'est le but de notre métier, quoi.